disais, à moi l'honneur. L'honneur, c'est d'ailleurs un mot galvaudé aujourd'hui, hein, le sens de l'honneur, tout ça. Dans notre contemporanéité, c'est quelque chose qui se perd. Alors je voulais commencer d'abord, hormis le préalable traditionnel de remercier l'organisation ER Nantes et la participation du public. Je voulais aussi remercier Alain Soral parce que c'est effectivement pour moi un honneur de conférencer à ses côtés. Et c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup d'amour, mais aussi qui prend beaucoup de coups. Je le suis depuis 10 ans, voilà, depuis Misère du désir, même plus de 10 ans, quand j'ai découvert en 2004. Et à mon sens, c'est plus qu'une personne publique, c'est aussi un écrivain. Voilà, donc on prend beaucoup trop, on juge beaucoup trop Alain Soral, je pense, sur ses postures publiques et médiatiques. C'est quelqu'un qui gagne à être lu et relu. Et je dis ça en conscience. Et je dirais même que je prends un peu d'avance sur ma conférence. Je pense qu'il incarne pleinement, Égalité et Réconciliation incarne pleinement l'esprit politique français, qu'incarnait aussi le Cercle Proudhon, et qu'on doit conserver et qu'il faut remettre en avant. Donc ça, c'était pour la partie léchage de cul. Important, c'est important. C'est bon, c'est propre? C'est bon. Donc c'était un préalable pas si innocent que ça, parce que c'était effectivement pour préciser que je comptais rester à ma place ce soir. Donc je vous précise comment va se dérouler la conférence, c'est-à-dire qu'effectivement je vais présenter le Cercle Proudhon, je vais donner des pistes, lancer des pistes, et je veux humblement servir de rampe de lancement, donc c'est comme ça que ça va se passer. Alors pour reprendre l'intitulé de la conférence, du Cercle Proudhon au dîner du CRIF, je dirais que le titre est à la fois très bien choisi et très mal choisi, parce que nous ne sommes pas passés du Cercle Proudhon au dîner du CRIF, évidemment. Nous sommes passés du Cercle Proudhon à Égalité et Réconciliation, et nous sommes passés de la France des années, donc, à savoir, on va dire 1911, 1900, on va dire la France des années 1910, à la France des années 2010, qui est effectivement une France qu'on pourrait qualifier de crifisée. Pour coller avec l'intitulé. Si je reprenais les termes en vigueur à l'époque du Cercle Proudhon, donc c'est il y a 100 ans, 101 ans exactement, le Cercle Proudhon, ça se déroule je ferai une définition succincte et historiographique un petit peu plus tard, mais le Cercle Proudhon, ça se déroule de 1911 à 1914. À l'époque, les termes en vigueur étaient de parler de plutocratie. Et quand on voit l'influence du lobby juif en France, je pense que je peux utiliser ce néologisme, on peut parler peut-être de judéocratie. Alors, là je sais que ça y est, j'ai coupé ma tête, c'est terminé. Il y a une caméra, tu coupes tout ça. Allez, donc comment on a pu passer de la plutocratie à la judéocratie? Et il y a tout un tas de questions simples qui découlent de ce constat. Alors je pose qu'est-ce que veut dire plutocratie? Plutocratie, c'est le gouvernement des riches, pour faire simple. Voilà. Et après, qui sont ces riches, c'est une autre question. Et la question que je pose et qui bascule et qui découle simplement de ce constat, est-ce qu'il y a eu une rupture? Alors peut-être que justement Alain Soral tout à l'heure prendra soin de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce qu'il y a eu un basculement historique, idéologique, ou est-ce que nous sommes effectivement dans un processus? Est-ce que nous sommes dans le même processus qu'il y a un siècle, ou est-ce que les événements ont fait qu'il y a eu une transformation intégrale? Et si nous étions effectivement dans un processus, je dirais même une logique, voire même un projet, la question qui se pose, c'est effectivement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui nous attend? Et effectivement, pour coller avec la conférence, jusqu'où va-t-on descendre? Donc, pour parler encore plus, pour reformuler cette question, est-ce que la judéocratie n'est-elle pas finalement la réalité de la démocratie? C'est une question que je pose en m'appuyant notamment sur les travaux du Cercle Proudhon, qui mettent en cause et qui incriminent la démocratie, car ils savent que ce n'est que le système, ce n'est que l'institution d'une hypocrisie plus globale. Donc est-ce que la démocratie ne serait pas finalement le masque d'une exploitation, le masque de l'exploitation? C'est une question que je pose. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour établir ce fait.
Je vous renvoie notamment donc effectivement à la lecture du Cercle Proudhon parce que je suis là pour ça et parce qu'ils ont fait le travail, ils ont fait ce travail il y a de ça un siècle. Alors je sais que dans un monde, ce que nous rétorqueraient peut-être certains érudits, certains intellectuels à qui il manque peut-être du courage, c'est que pour eux, dans un monde qui établit la prééminence des lobbies, c'est normal qu'il y ait un lobby qui domine. Et ce serait peut-être le hasard ou un certain rapport de force. C'est possible. Le problème, c'est qu'effectivement, à lire nos ancêtres, et le Cercle Proudhon est notre ancêtre, c'est l'ancêtre d'égalité et réconciliation, à lire nos ancêtres, à lire beaucoup d'autres livres publiés notamment par Contre-Culture, on peut se demander si ce rapport de force, cette domination, ne prend pas des atours de, effectivement, et là on rejoint peut-être certaines acceptions, certaines conceptions peut-être théologiques, s'il n'y a pas des atours d'éternité, de combat du bien contre le mal, ou bon, ça c'est pareil, c'est des pistes que je lance. La vérité, moi, mon analyse là-dessus, c'est qu'on est dans un rapport de force. L'histoire, c'est un rapport de force. Et le rapport de force actuel nous est tellement défavorable, actuellement, qu'on en arrive effectivement à la France du dîner du CRIF. Voilà le constat que je fais. Et le dîner de CRIF, en 2015, c'est le symbole, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper, c'est le symbole de notre démocratie. Est-ce que c'est le symbole de la démocratie? C'est une question que je pose. Quand je parle de démocratie, je suis en plein dans le sujet, je suis en plein dans mon sujet, puisque le Cercle Proudhon, et donc là je vais reposer les bases pour les gens qui ne connaissent pas, le Cercle Proudhon, c'est un groupe de réflexion, c'est un organe de dissidence, donc il y a un siècle, qui réunissait des militants de l'Action française et des syndicalistes révolutionnaires, à mon sens les meilleurs éléments des deux mouvances, et qui se sont alliés autour de la figure tutélaire de Pierre-Joseph Proudhon. Donc pour les gens qui n'ont pas une culture chronologique très forte, Proudhon était déjà mort à l'époque, évidemment, mais il se retrouve autour de sa personne, autour de ce qu'il incarne. Et ces gens-là, donc le Cercle Proudhon, sont animés par une forte détestation, une forte incrimination de la démocratie. Alors de la démocratie qu'il faut comprendre, je dirais comme un terme générique, une acception large, c'est-à-dire que c'est un système global, ça ne se réduit pas simplement aux institutions politiques. La démocratie, pour eux, donc avec une majuscule par exemple, c'est la consubstantialité des institutions politiques, mais aussi des valeurs bourgeoises et aussi de l'exploitation capitaliste. Tout ça ne fait qu'un. Voilà, c'est une totalité. Et ils attestent de ça à l'époque. Donc le Cercle Proudhon, à mon sens, c'est la meilleure formulation politique, intellectuelle, la quintessence, si vous voulez, c'est la quintessence de l'esprit politique français. C'est l'analyse que j'en fais. J'espère que Égalité et Réconciliation, nous sommes les dignes descendants de cet esprit politique français et du Cercle Proudhon. Cet esprit politique français qui, il ne faut pas se leurrer, j'en parlais encore tout à l'heure juste avant la conférence, traverse la France. Ça n'a jamais été que ciblé sur le Cercle Proudhon ou que ciblé sur Égalité et Réconciliation. Cet esprit politique français est, à mon sens, notre nature politique, d'une certaine manière. Et si on y réfléchit bien, vous me direz ce que vous en pensez, on le retrouve dans ER, dans le Cercle Proudhon, on le retrouve dans la figure de Proudhon, on le retrouve certainement dans le CNR, on le retrouve certainement dans les mouvements non conformistes des années 30, on le retrouve certainement dans ce qu'a incarné peut-être De Gaulle à un certain moment, ce qu'incarne Dieudonné, ce que peut incarner le père Le Pen, dans la Révolution nationale de Pétain. Après, il faut pas juger les choses avec essentialisme. Tout ça, ce sont des choses contextualisées. Et l'esprit politique français se définit par rapport à son contexte. Donc en de 1911 à 1914, je pense que l'esprit politique français s'incarnait au mieux dans le Cercle Proudhon. Dans nos années 2010, je pense que l'esprit politique français s'incarne au mieux dans Égalité et Réconciliation. C'est pour ça que les gens qui chipotent, blabla, c'est pas assez bien, machin, ça c'est pareil, vous en parlerez, c'est plus votre rôle. Il faut avoir, dans la politique, il faut avoir du pragmatisme. Donc, si c'est pas assez bien, rejoignez-nous. Et donc là, j'ai digressé. Donc le Cercle Proudhon, pour revenir,
Si vous voulez, c'est une sorte d'union sacrée donc, entre des militants de l'Action française, donc des monarchistes catholiques qui se revendiquent de Maurras, et des syndicalistes révolutionnaires, donc des gens qui se revendiquent de Georges Sorel. Donc a priori, si vous voulez, deux Frances complètement opposées. Et c'est là qu'on fait le parallèle encore avec ER, c'est-à-dire que ces mouvements sont des dynamiques réconciliatrices, des dynamiques transcourants, sont des mouvements populaires avec une conception sociale, une conception de l'État. Et finalement, on ne se trompe pas. On se trompe pas. Et c'est pour ça que c'est très rassurant de lire aussi. C'est très inquiétant et très rassurant de lire ce qu'ont écrit nos ancêtres à cette époque-là. Le cercle Proudhon, donc, c'est une sorte d'union sacrée, antidémocratique, pour des raisons de droite et de gauche, mais aussi pour des raisons globales. C'est une sorte d'union sacrée anticapitaliste, une sorte d'union sacrée anti-lumière, anti-bourgeoise. Voilà. Pour synthétiser, je pourrais dire que c'est une sorte d'union sacrée anti-bourgeoise. J'ai préparé quelques petites citations pour vous illustrer la prose qui me laisse souvent baba du cercle Proudhon. Je vais les citer. Pour eux, la démocratie, à comprendre dans son acception large, est la plus sotte des rêveries. C'est une maladie mortelle, c'est la plus grande erreur du siècle passé. C'est une fable avilissante, abrutissante, précaire, anti-production et anti-culture. Tout ça avec des majuscules. Et effectivement, on peut se poser la question, quel type d'homme produit ce système démocratique ? À comprendre encore. Quand je dis la démocratie, c'est la démocratie libérale issue de 1789. Donc, moi, ce que je pense, c'est que finalement, ça donne est-ce que c'est ce qu'attestent les écrits du cercle Proudhon, c'est que ce système produit une petitesse dans la vision du monde. C'est ce que j'appelle l'esprit bourgeois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cercle Proudhon est en guerre, en tant qu'incarnation de l'esprit politique français, et de l'esprit proudhonien, est en guerre contre l'esprit bourgeois. Et je pense que là, il y a une vraie... et je ne me trompe pas quand j'utilise le mot guerre, parce que l'esprit guerrier est une thématique forte dans les ouvrages de Proudhon. Alors, une petite citation encore. Dans la déclaration du cercle Proudhon, qui nous définissent la démocratie. La démocratie historique, réalisée sous les couleurs que lui connaît le monde moderne, est une maladie mortelle pour les nations, pour les sociétés humaines, pour les familles, pour les individus. Ramenée parmi nous pour instaurer le règne de la vertu, elle tolère et encourage toutes les licences. Elle est théoriquement un régime de liberté. Pratiquement, elle a horreur des libertés concrètes, réelles, et elle nous a livrés à quelques grandes compagnies de pillards, politiciens associés à des financiers, ou dominés par eux, qui vivent de l'exploitation des producteurs. Et là, je pense que tout le monde a compris la résonance avec notre système actuel. Qui c'est qui J'ai une autre citation, parce que effectivement j'aime beaucoup la prose du cercle Proudhon. J'ai une autre citation sur effectivement, non, elle est là, sur le type d'homme que produit ce système. Notre démocratie est toute au progrès, au bonheur, à la vie. L'enseignement de la démocratie est follement optimiste. En parole, la démocratie a toutes les audaces. En fait, jamais l'individu n'a eu une telle peur de vivre, jamais il n'a étalé une telle incapacité de supporter bravement la souffrance. Et effectivement, on peut s'interroger sur le genre de structure psychologique que crée ce système, parce que vous le rappelez souvent, et je trouve ça très intéressant, la France de 2015, c'est le pays des dépressifs. Alors, personnellement, je le constate en permanence autour de moi. Il y a une grande détresse à ce niveau-là. Et je pense, mon humble théorie là-dessus, c'est que cette grande détresse, ce grand malaise, vient notamment du décalage inconscient entre notre esprit politique français, que nous avons tous en chacun de nous, qui n'est pas une conception raciale, et la réalité que nous inflige effectivement le libéralisme moderne, l'américanisation, la sous-culture, tout ce qu'on veut. Où j'en étais ?
Donc oui, le cercle Proudhon aussi donne des statistiques. Vous retrouverez les statistiques de l'époque à l'appui. C'est très intéressant. Déjà, à l'époque, donc il y a 100 ans, déjà de fortes hausses de l'alcoolisme, de la consommation de drogue, de la pornographie, de l'aliénation mentale, des suicides, baisse des natalités et baisse de l'agriculture. C'est pareil, je pense que là, on peut effectivement s'interroger et se dire, nous sommes effectivement dans le même processus. Effectivement dans le même processus. Donc j'ai parlé de l'esprit politique français, et je voudrais préciser qu'il n'y a pas d'antagonisme. Je voudrais préciser ce qu'est pour moi l'esprit politique français. Je vais tenter d'en donner une petite définition. En m'appuyant sur les écrits, encore une fois, du cercle Proudhon. L'esprit politique français, je vais le définir très simplement, il tient en 2 mots, c'est l'équilibre accolé à l'ironie. Et ce n'est pas moi qui l'invente, hein, vous le retrouvez dans les écrits. L'équilibre, c'est une notion fondamentale, parce que l'esprit politique français, c'est l'équilibre justement entre les antagonismes. C'est un équilibre subtil, précaire, presque miraculeux, mais je pense que, vous en avez déjà parlé aussi, je pense que ce miracle français, et bien finalement c'était quelque chose de simple, et c'était quelque chose, enfin c'était ça le génie français, quoi. Et c'était quelque chose qui était reconnu, et c'est quelque chose qui a encore du prestige. Et c'est quelque chose qui a été mis à mal par tout un tas de choses que vous connaissez, effectivement. Après, on peut dire, ah, ça commence là. Effectivement, après-guerre, plan Marshall, culpabilisation à outrance, tout un tas de phénomènes, SOS raciste, tout ce qu'on veut, immigration. Cet esprit politique français, effectivement, était fortement mis à mal. Mais je pense qu'il demeure en nous. Et donc, je pense que la clé, finalement, pour nous, pour retrouver cet esprit politique français, c'est de retrouver cet équilibre. Et ça s'incarne même donc politiquement, puisque par exemple dans le cercle Proudhon, par exemple l'AER, par exemple dans tous les mouvements transcourants, on cherche l'équilibre entre des choses qui nous apparaissent à première vue complètement opposées et antagonistes. L'ironie, c'est un caractère fort et une qualité chérie par Proudhon, et c'est effectivement ce qui évite toutes les pesanteurs, les lourdeurs dont parle Céline. Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. Et qui définissent effectivement notre identité, je dirais notre nature française. Donc, pour être français, pour être français, c'est pas... Je ne donne pas des ordres, mais je pense qu'il faut qu'on essaye de retrouver ces notions d'équilibre et d'ironie, et ça nous évitera bien des désagréments. Encore une chose, entre Maurras, Proudhon et Sorel, qui constituent effectivement la triade du cercle Proudhon, pareil, à première vue, un antagonisme fort, et finalement, quand on creuse sur les fondamentaux, il y a des conjonctions et des accords qui, moi, me font espérer sur une quasi, si vous voulez, une quasi philosophie politique à proprement parler française. C'est-à-dire que ça soit sur l'ordre, avec une majuscule, sur l'organisation, que ça soit sur l'État, que ça soit sur l'intelligence, avec une majuscule, que ça soit... qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Sur l'action aussi, il y a conjonction. Il y a conjonction entre, malgré ce qu'on pense, entre Maurras, entre Sorel et entre Proudhon. Et je pense que ces gens-là sont au panthéon de notre culture française, de notre philosophie politique française, et qu'il faut les remettre au goût du jour. Voilà. Alors concernant l'analyse, pour rejoindre la conférence, l'analyse de la classe politique française, je vous ai dit, qu'est-ce qu'en disait le cercle Proudhon à l'époque ? Effectivement, il y a de fortes similarités avec notre période actuelle. Si vous voulez, dans les cahiers du cercle Proudhon, donc, qui sont donc les écrits produits à l'époque par ces militants, vous retrouverez le Mélenchon de l'époque. Vous allez retrouver le Attali de l'époque. Vous allez retrouver le Finkielkraut de l'époque. Il y a un texte très fort qui s'appelle « Satellite de la plutocratie », qui est effectivement sur les traîtres au socialisme, les traîtres à la révolution.
Voilà, les gauchistes, ce sont leurs gauchistes de l'époque, qui rejoignent la bourgeoisie, le parlementarisme, en douce, sous des faux alibis. La différence avec aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on a beaucoup perdu, je dirais, en courage, on a beaucoup perdu en classe. Il y a certainement beaucoup plus de perversion dans notre classe politique française, beaucoup plus d'arrivisme. On a vu dans le teaser que ER Nantes avait conçu voilà, tous les politiciens incriminés pour des affaires de viol, de détournement d'argent, de pédophilie, de tout ce qu'on veut. Mais parce que, effectivement, actuellement, le rapport de force en faveur de cet esprit que j'appellerais bourgeois, cet esprit dévoyeur, bourgeois et libéral, effectivement, est tellement déséquilibré pour le coup, qu'on en arrive là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire, ce sont des rapports de force, donc il n'y a pas de fatalité. Il y a pu avoir, par exemple, la parenthèse d'après-guerre, la parenthèse de Gaulle, où le rapport de force était différent et qui pouvait peut-être produire des choses plus en accord avec l'identité et la nature politique française. Mais il s'était passé aussi de grands bouleversements. Et est-ce que c'est à ce prix-là qu'on recouvrera notre esprit politique français, notre esprit français? Je ne sais pas si c'est souhaitable. À l'époque, il y avait un petit Allemand moustachu aussi qui avait fait bouger les choses. Et bon, voilà. Et donc il y a une similarité aussi donc, dans les ennemis, mais il y a également une similarité dans les réponses. Et c'est là effectivement qu'on refait encore le parallèle et les analogies entre ER, entre le cercle Proudhon, voilà, toutes ces réponses que peut donner la France. Et c'est finalement, je pense que c'est finalement rassurant de se dire qu'on est dans le vrai. Voilà. On est fidèle à nos ancêtres. Je ne sais pas à combien de temps j'en suis. Moi je dirais, parce que après il va y avoir les questions-réponses, dans ma modeste expérience, j'ai déjà entendu plusieurs fois la fameuse question, mais que faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Soral, guidez-nous, tout ça. Moi je donne une réponse, je dis soyez français. Et c'est pas quelque chose de difficile. Et si vous voulez des outils, si vous voulez retrouver une fierté, et ben par exemple dans le cercle Proudhon, parce que je suis là aussi pour faire la promo, vous trouverez ces outils et vous trouverez des arguments. Mais la réponse elle est juste cachée en nous, simplement. Je vais m'arrêter là. Je remercie notre jeune camarade. C'est difficile hein, de construire un plan, de s'y tenir, etc., d'arriver à digresser sans perdre le fil. Donc c'est un exercice difficile, hein, il faut l'encourager. Moi, ça m'a permis, en écoutant ce qu'il a dit, de prendre quelques notes pour essayer effectivement de faire un commentaire qui colle à l'actualité et qui essaye quand même de renvoyer à certains fondamentaux. Je pense que c'est très très bien comme l'idée de dire qu'il suffit que tout le combat, en fait, c'est un combat pour l'esprit français, d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'il y a un génie des nations. Hein, moi, je respecte le génie anglais, italien, espagnol. L'Europe, c'est quand même à la fois ces complémentarités et concurrences de génies qui sont tous cousins et en même temps différents, et ça donnait quelque chose d'infiniment subtil, et dont on voit bien en ce moment qu'il y a un projet de destruction, non seulement du génie français et de la France, mais même de l'Europe. L'Union européenne est une tentative de destruction du génie européen, c'est-à-dire de cette complexité et complémentarité de l'esprit français, italien, espagnol, allemand, voire même anglais, même si l'Angleterre joue le rôle du cheval de Troie dans cette histoire et d'une force destructrice, par l'uniformisation, la standardisation, notamment de l'Union européenne, dont d'ailleurs je crois que l'anti-esprit, puisque c'est un anti-esprit, était parfaitement incarné par un personnage qui est sorti... je dirais discrètement sur ses pantoufles, mais qui a été un acteur majeur de la politique française, qui s'appelle Jacques Delors. Souvenez-vous de Jacques Delors, l'homme qui voulait standardiser la courbure des concombres, et c'était à peu près sa vision politique de l'Europe, et qui à un moment donné d'ailleurs savait tellement qui il était, c'est-à-dire rien du tout, sinon le successeur de Jean Monnet
de ces gens qui sont des traîtres à la France et des technocrates délirants. Il a refusé de se présenter à la présidentielle tellement ça le terrorisait de se retrouver finalement face à un peuple qu'il voulait diriger sans jamais recourir à ce pourquoi, soi-disant, il se battait, qui était la vraie démocratie. C'est-à-dire, à un moment donné, être légitime par rapport au peuple et lui rendre des comptes directement. Voilà. On est vraiment là au bout d'un processus de destruction de l'esprit français de la France et du génie des peuples, dont Jacques Delors a été une étape importante et une étape dépassée, puisqu'on n'a même plus besoin de lui aujourd'hui. Mais il faut se souvenir quand même de ce personnage qui a régné dans l'ombre et qui a joué un rôle très important depuis les années 70 jusqu'à il y a quelques années. Donc moi j'ai pris quelques notes sur la crise actuelle, qui est vraiment une crise effectivement de tentative de mise à mort finale de l'esprit français, de l'insoumission française, de l'esprit d'équilibre français, de l'ironie française qui permet aussi l'équilibre malgré les antagonismes réels. Et cette période de destruction finale est incarnée par un personnage aujourd'hui qui a un rôle moteur comme a eu Jacques Delors à un moment donné, mais à une période différente, qui est M. Valls. Vous voyez, nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui a réellement le pouvoir. Ce n'est pas le président de la République qui a le pouvoir, mais c'est le chef de gouvernement. Le président de la République s'excuse en gros d'être là et passera la main, et je pense qu'on est déjà en train de nous expliquer qu'il ne se représentera pas. On est déjà en train de nous envoyer Valls sur orbite présidentielle par des documentaires où on le voit avec l'animateur de Canal+, ancien président du club de football, là, j'ai oublié son nom, mais un type très légitime pour parler d'économie politique à haut niveau, vous vous en doutez, et qui essaie de faire de ce petit bonhomme en imperméable le futur président de la France avec sa petite oreille décollée. C'est d'ailleurs par là où on doit le saisir pour le faire sortir, vous voyez, il y a déjà la flèche. Et qui est, je le rappelle, il n'y a pas que du symbole, il y a le réel et le symbole, tout est assez visible dans ces périodes. C'est un petit Catalan naturalisé français en 82, donc le dernier des Français, et qui déclare sans aucun problème se sentir éternellement attaché à Israël, on en est là, et qui est aujourd'hui le chef de gouvernement d'un monsieur qui s'appelle Hollande, et qui est le président de la France. Vous voyez, enfin, je veux dire, pour des historiens qui s'amuseront à étudier l'effondrement de la France, si jamais on survit, parce que sinon il n'y aura même pas d'historiens français pour en parler, il faudra que ce soit fait par un historien peut-être américain ou turc. Tout ça, ça permettra justement pas mal d'ironie sur tous ces symboles assez explicites. Et quand je vois ce petit monsieur Valls, qu'on peut comparer à Louis XIV, au Grand Condé, à Clémenceau, à De Gaulle, même à Chirac, qui était encore un grand con, mais au moins un grand con, pas un petit con, vous voyez. On a vraiment l'histoire d'un effondrement qui m'amène à mettre en avant un autre concept qui a à voir avec l'esprit bourgeois, parce que c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre ce que c'est que le combat contre l'esprit bourgeois. Il y a un roman très important d'un très grand écrivain autrichien qui, lui, justement, a pu penser profondément, parce qu'il était le fruit d'un empire totalement détruit. Et cet auteur, parce que tu as rappelé que j'étais écrivain aussi, et je ne suis pas juste un agitateur, je suis quelqu'un qui a lu 4 heures par jour depuis l'âge de 18 ans. Ce grand écrivain, c'est Robert Musil, pour ceux qui ont lu son œuvre majeure, qui est ce qu'on appelle un roman total. Il y a 3 auteurs de romans totaux dans l'histoire du XXe siècle, c'est Proust, Céline et Musil. C'est-à-dire, ils ont écrit un roman qui est toute leur vie, et qui ne s'arrête, en gros, qu'avec leur mort. Voilà. Et le titre de ce roman, très important de comprendre, ça s'appelle « L'homme sans qualité ». Et pourquoi on appelle ça l'homme sans qualité? Parce que nous sommes dans l'ère de la quantité. Et l'ère bourgeoise est l'ère de la quantité. C'est-à-dire qu'on a nié la qualité et mis en avant la quantité, c'est-à-dire que tout est mesurable et tout est comparable en termes de quantité, ce qui est une révolution épistémologique, philosophique et éthique fondamentale. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit bourgeois, et qui a été très bien critiqué d'ailleurs par des auteurs bourgeois qui avaient conscience du travail critique qu'ils devaient faire, notamment avec le Bouvard et Pécuchet de Flaubert, vous voyez. Mais aujourd'hui, on a presque oublié, on a presque perdu les moyens de la critique de cet esprit bourgeois qui est devenu l'esprit, je dirais, naturel, vous voyez, et qui est, dans un premier temps, le règne de la quantité, c'est-à-dire que tout est mesurable et tout doit être discuté en tant que mesure, combien tu gagnes, combien ça vaut, combien je paye, et qu'il n'y a jamais de différence. La notion de valeur n'existe plus au sens d'opposition de valeur, c'est-à-dire que le temps de travail d'un prêtre ne vaut pas le temps de travail d'un politicien, vous voyez, alors qu'aujourd'hui on dirait en gros à quoi sert
À quoi sert un moine, par exemple? Vous voyez, que produit-il? Vous voyez, on ne peut pas mesurer ça par le système de la quantité. Et c'est ça l'esprit bourgeois. Et cet esprit de la quantité a amené comme corollaire aujourd'hui, en fait, la dictature de la petitesse. Parce qu'en fait, la quantité, qui est la négation en fait des catégories morales et de tout ce qui est de l'ordre du transcendant, notamment la question de l'honneur. Et c'est une question que je me prends dans la gueule en ce moment quand je discute avec des gens, même proches de moi, sur ce qui se passe au Front National en ce moment. Où des gens m'expliquent que c'est bien que la fille tue le père et le liquide, parce que c'est bien pour se rapprocher du pouvoir, parce que comme ça, on va peut-être se rapprocher des 50%, un poil de cul, qui ferait que le Front National gagnera les élections présidentielles. Ça, c'est se soumettre totalement au règne de la quantité, et s'asseoir sur toutes les notions de valeur. Et moi, ma réaction qui est, je dirais, d'instinct, elle est vraiment d'instinct. À des moments, il faut arrêter avec les analyses super fines de super politologues qui, en général, amènent nulle part. C'est qu'il est très malsain de s'appuyer que sur des valeurs malsaines pour, soi-disant, essayer d'accéder à quelque chose qui serait la reconquête du vrai et du bien, vous voyez. Et donc, tout ça est articulé aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans la dictature de la petitesse, parfaitement incarnée par le Valls, chef de l'exécutif, qui est un petit bonhomme, hein, un petit excité, dont on peut comprendre qu'il a été choisi par ses maîtres pour son inaptitude au pouvoir réel en réalité, et à toute dimension de grandeur et de respect, d'amour de la France, et à son éloignement fondamental de ce qu'on appelle justement l'esprit français et le génie français. C'est un anti-français pour moi intégral. Hein. Hollande l'est dans la catégorie mollusque, mais l'autre est dans la catégorie vertébrée, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de niaque. C'est un peu... on est encore au-delà du Sarkozy. Vous voyez, Sarkozy, on pensait que c'était la limite. Mais il y avait encore peut-être quelque chose de français dans Sarkozy qu'on arrive à détecter négativement maintenant. Vous voyez, parce que chaque fois on descend un peu plus bas, on se dit finalement, on peut aujourd'hui lever la tête sur Sarkozy, ce qui était impossible à l'époque, parce que vu de Valls, Sarkozy nous oblige à lever un tout petit peu la tête de quelques degrés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une descente vertigineuse. Donc je continue mes digressions. Donc on a vraiment cet esprit bourgeois du règne de la quantité qui a aboli, comme le disait d'ailleurs Marx dans certains textes, tout esprit chevaleresque, toute mise en avant de la dignité, toute idée de grandeur, toute idée d'honneur pour l'honneur, toute idée de ce qu'on a aujourd'hui relégué au monde du sport. Vous voyez, avec notamment l'olympisme, qui est encore cet esprit-là. Hein. N'oublions pas que Coubertin était un type d'extrême droite. Il ne faut pas oublier que très souvent, ce dont la gauche se sert aujourd'hui pour, soi-disant, se maintenir en termes de système de valeurs, elle le pique en général, que ce soit l'écologie, le sport, etc., qu'à des penseurs d'extrême droite. C'est assez intéressant d'ailleurs de réfléchir à ça. Donc nous sommes dans cette dictature de la petitesse que moi je vis en permanence, puisqu'en fait je suis simplement un petit Français qui a gardé le désir d'équilibre et l'ironie, et qui est persécuté en permanence par les institutions françaises, parce qu'il est encore trop français, et qui donne encore l'exemple de ce que peut être un Français, notamment d'ailleurs qui donne l'exemple à des jeunes gens souvent issus d'autres sociétés, on va dire les jeunes Français immigrés, qui en fait ont très envie de rejoindre l'esprit français, parce que c'est un esprit de liberté et un esprit de... comment dirais-je, d'ironie, ce qui serait très agréable. Hein. Ça permet la liberté intérieure. Et on voit bien aujourd'hui qu'on essaye de m'empêcher de transmettre à des gens qui pourraient apporter un peu de fraîcheur française, puisque justement, souvent, il faut se rappeler que le génie français a très souvent été défendu et promu par des étrangers. Mazarin, c'est Napoléon même, c'est souvent des gens qui viennent d'en dehors de la France, qui ont donc le recul pour voir à quel point la France est belle, puisqu'il faut prendre un peu de recul pour découvrir sa beauté, et qui viennent la rejoindre pour l'aider malgré les trahisons françaises. Hein, qu'on parle de Jeanne d'Arc, qu'on parle de tas de personnages importants, qu'on parle de Dieudonné aujourd'hui, par exemple, c'est souvent quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui veut défendre à tout prix l'esprit français ou le génie français, parce qu'il l'a vu, alors que nous, on est malheureusement assis dessus, d'une certaine manière, ce qui n'est pas le meilleur point de vue pour voir, hein, quand on est assis sur un objet. Voilà. Et donc, aujourd'hui, est mené un combat à mort contre l'esprit français et le génie français, que je pense incarner assez modestement. Génie ne veut pas dire génial, hein, ça veut dire simplement idiosyncrasie collective, hein, il faut comprendre le sens des mots. Et la manière de lutter pour détruire cet esprit, c'est jamais une lutte de l'esprit contre l'esprit. Vous verrez par exemple que le CRIF n'a jamais l'honnêteté de combattre, on va dire, un certain universalisme français au nom des valeurs
du judaïsme, d'un judaïsme communautaire et anti-universaliste. Ils le font toujours au nom de quoi? De la loi. Mais pas de la loi, justement, au sens de l'époque d'avant le règne de la quantité et de la petitesse, mais au nom de l'institution judiciaire qui est en fait toujours juger, ce qu'on appelle juger en droit plutôt que juger en équité. C'est-à-dire arriver à saucissonner des textes pour obtenir un résultat qui est totalement à l'opposé en général du bon sens et de l'instinct de ce que c'est que la vraie justice. Je suis en permanence persécuté au tribunal par des gens totalement illégitimes, évidemment de mauvaise foi et évidemment des salopards. Il suffit de regarder M. Aziza pour comprendre quel est le dans l'histoire, l'illégitime. Et ça, c'est donc ce que nous amène le règne de la quantité et de la petitesse, c'est la dictature de l'institution judiciaire qui est un mécanisme en fait de destruction de la loi et de la saine justice. Et aujourd'hui, on essaie de me faire taire, de me détruire. Comment d'ailleurs? En me ruinant économiquement. Donc on voit bien, c'est un peu la livre de chair de Shylock, vous voyez. On ne me dit pas vous avez tort, vous avez raison. On a les moyens de vous faire taire, et vous faire taire dans une société de la quantité, dans la société où la puissance d'un individu est fonction de son pouvoir d'achat. On va simplement vous ruiner économiquement, c'est-à-dire vous empêcher de fonctionner économiquement. À aucun moment donné, il y a un débat qui permet justement une joute d'idée à idée, et où on peut mettre en scène effectivement un combat pour l'honneur. Ce qui est très grave, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui se réjouissent d'avoir pris le pouvoir sur un pays, alors qu'ils représentent, je le dis, 1/6 de 1% de la population française, qui ont en permanence, comme M. Valls, le mot démocratie et république à la bouche, alors qu'en fait, ils sont totalement illégitimes, parce que je vous rappelle que Valls représente une fraction de 10% d'un parti politique qui, aujourd'hui, dans les sondages, représente 13% de satisfaction. Mais on sait très bien que ce Valls, qui est totalement illégitime en termes de démocratie réelle, tient aujourd'hui en plus son pouvoir d'une propulsion par le CRIF. On voit que c'est l'homme de M. Kuckerman, et que son souci n'est pas du tout la gestion de la crise française, qui est une crise économique et sociale très grave, augmentation du chômage, explosion des disparités économiques, tensions plus ou moins provoquées qui s'additionnent, notamment ethnico-religieuses, aujourd'hui traité transatlantique qui arrive en douce, vous voyez, la loi aussi sur le antiterroriste, là, dont je ne me rappelle plus le nom, qui est un flicage généralisé. Donc on voit bien en ce moment qu'un Premier ministre totalement illégitime, et en tant que Français, et ce que veut dire être Français, est totalement illégitime même en termes de statistiques et de quantité, de représentativité quantitative par rapport à la démocratie, est là pour détruire par tous les moyens, et les moyens les plus ignobles. Je citerai par exemple pour moi l'affaire Binti, montage intégral, hein, je le démontre chaque jour un peu plus, pousser ma sœur, pauvre actrice vieillissante, botoxée, au chômage, à écrire un livre pour me cracher à la gueule, avec un procédé de psychologisme intégral aussi, qui est une catégorie dont on pourrait parler, la dictature de l'émotionnel et du psychologiste, pour essayer de contourner, après avoir détruit l'honneur par la quantité, de détruire le logos, c'est-à-dire la capacité encore de raisonner par le recours aux concepts et aux concaténations, qui sont des articulations cohérentes de concepts, ce qui seul permet la pensée. Je vous signale que dans un monde où Dieu a disparu et qu'il n'y a plus de révélation, le seul moyen du combat qui devient horizontal, c'est celui qui a l'argumentation la plus rigoureuse. Hein, soit on est dans l'ordre de la révélation, et Dieu, vous combattez pour Dieu parce qu'il vous a parlé, et là on est hors logos d'une certaine manière. C'est un peu le choc qu'on ressent aujourd'hui avec certains musulmans, effectivement, qui sont encore sur ce mode de fonctionnement, ce qui d'ailleurs se discute, parce que le logos a été à un moment d'une très grande arrogance, notamment l'époque marxiste, où on prétendait à la scientificité, au socialisme scientifique par l'articulation des concepts de haut vol, et qui amenait finalement à soutenir des régimes comme le régime albanais dans le Verodja, au nom du socialisme scientifique. C'est-à-dire qu'on est dans une période aujourd'hui où nous n'avons que le concept pour nous battre dans un monde de la quantité, dans un monde matérialiste, et dans un monde, je dirais, horizontal, mais en même temps en sachant qu'historiquement, l'arrogance du concept a conduit à soutenir inconditionnellement l'Union soviétique du Goulag et de Staline. Donc on est dans une période effectivement où nous n'avons plus le recours à Dieu, à la transcendance et à la révélation, où le concept a montré son énorme arrogance et sa fragilité, puisque un système peut être très très beau et très cohérent d'un point de vue de ses articulations logiques, et finalement ne pas donner grand-chose dans le réel, ou même amener d'ailleurs à des résultats contraires à ce à quoi il prétendait amener par la rigueur et la logique.
ce qui nous ramène, ce qui nous connecte d'ailleurs au monde de la quantité et à un monde proche des mathématiques. Hein, vous voyez, il y a quand même un lien entre la prétention de dominer le réel par le logos et cette espèce d'espoir un peu fou et qui a remplacé la religion, de pouvoir traduire le monde entièrement en mathématiques, qui est en fait le côté délirant des technocrates, qu'on voit bien chez certains virtuoses de la technocratie. Il y a certaines conférences d'un type dont j'ai oublié le nom qui vous explique tout par la fin du pétrole et la gestion coût de l'énergie, production d'énergie, qui vous explique tout le monde par ça. Le type est un virtuose en mathématiques, mais il est très effrayant. D'abord, il est habillé comme un plouc, il parle comme un plouc, et on voit qu'il est totalement immergé dans le monde de la quantité, et que finalement sa vision du monde est une vision dangereuse et de chaos, et qu'il ne peut pas en prendre conscience du fait que lui, d'un point de vue mathématique, tout est parfait dans son système. Vous voyez, il y a ce qui renvoie à la courbure du concombre de Jacques Delors aussi, vous voyez, et puis à cette vision technocratique de l'Union européenne. C'est en fait des matheux, il ne faut pas oublier, hein. C'est des gens qui vous analysent tout en termes de mathématiques, statistiques, projections, etc. Et on est bien dans ce monde aujourd'hui du règne de la petitesse au nom de la dictature de la quantité, qui détruit l'esprit français, l'honneur. En fait, qu'aujourd'hui on redécouvre à travers des espèces de sursauts de prurite, de religiosité, notamment quand il y a la manif pour tous, à travers le concept qui est à mon avis important, auquel je réfléchis de plus en plus, qui est le concept de loi naturelle, vous voyez, où quelque part, à un moment donné, quand on n'a plus la possibilité du recours à Dieu, et qu'on se méfie un peu de l'arrogance du concept, de sa froideur et de ses illusions, on a l'idée de la loi naturelle, c'est-à-dire finalement de l'intuition, de l'instinct. Finalement, aujourd'hui, on arrive presque à dire j'ai même pas envie de vous expliquer par A plus B que j'ai raison, vous devez le sentir vous-même, vous voyez, ça pue tout ça, le mariage. Je veux dire, la GPA, ça pue. Le fait que ce soit une petite Marocaine hystérique qui est la maîtresse, je vous l'annonce d'ailleurs, qui se retrouve régulièrement à l'après-midi dans un hôtel du 7e arrondissement, je le sais par les forces de police qui me renseignent, que ce soit elle qui nous explique ce que doit être la famille française, alors qu'elle, dans son propre pays qui est le Maroc, se ferait mettre en tôle au bout de 10 minutes par rapport à ce qu'elle professe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, tous les gens qui nous donnent des ordres sont des anti-français, soit par leur esprit, soit même par leur origine. Que Bernard-Henri Lévy fasse la politique étrangère de la France, nous déshonore entièrement, détruise notre crédit et notre sécurité intérieure par la manière dont il pousse le gouvernement, est quelque chose de scandaleux, vous voyez, de scandaleux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a effectivement une éruption d'intuition et de colère qui vient et qui n'a pas besoin tellement de recours au concept ou à quoi que ce soit, mais de dire il n'est pas normal que, ça ne va pas, vous voyez. Et c'est ce que je dirais aussi, il n'est pas normal que Jean-Marie Le Pen, à un moment donné, se fasse insulter et sortir par un petit pénarque qui est arrivé au Front National il y a 3 ans pour prendre la bonne place, vous voyez. On peut avoir un très grand respect pour l'intelligence de Philippot, sa vision des choses. Je pense qu'il y a des choses qui ne se font pas ou qui ne se font pas comme ça, et que tout ça est de mauvais augure, que tout ça est laid. Et je ne pense pas que l'accumulation de laideur amène au final à la beauté. C'est pas possible. La fin ne justifie pas les moyens. Il y a un rapport d'engendrement réciproque entre la fin et les moyens. La fin n'est jamais que le dernier moyen, et au bout d'une certaine route, vous ne pouvez pas, quand vous suivez un certain chemin, arriver à un endroit totalement différent de là où ce chemin vous a mené, vous voyez. Et c'est tout ça que j'essaye de mettre en avant en rebondissant par rapport au propos de notre camarade. Le Cercle Poudon, à l'époque, d'ailleurs, était aussi un combat pour la dignité et la grandeur d'âme et la grandeur d'esprit. C'est-à-dire que des syndicalistes révolutionnaires puissent discuter avec des monarchistes au nom de leur amour commun de la France, de la vérité, par en fait une démonstration de respect mutuel, puisque c'était les gens qui, selon l'échiquier politique qui nous a imposé depuis la Révolution, avec cette idée de gauche et de droite, étaient, selon le système, les gens les plus éloignés et qui devaient le plus se battre, mais qui en réalité se disaient qu'ils étaient des combattants respectables parce qu'ils avaient réellement un idéal anti-bourgeois tous les deux, et qu'ils voulaient tous les deux échapper, les uns par la référence à Sorel, pour ceux qui l'ont lu, hein, qui fait référence d'ailleurs à l'héroïsme gréco-latin, qui valide la lutte de classe, mais dit si on n'accouple pas le combat de classe à l'héroïsme gréco-latin, on arrive au sordide. Et je pense qu'on arrive d'ailleurs au sordide du syndicalisme de gestion contemporain et aux petites prébandes des derniers feux de la CGT et à la dégueulasserie du NPA et de ces petits sous-trotskistes qui pensaient que la fin justifiait les moyens. Ils ont oublié la fin, il ne reste que les moyens. C'est-à-dire, ils faisaient des saloperies au nom de la révolution finale. Il n'y a plus de révolution finale, il ne reste plus que les saloperies. Ce
Ce que Orwell avait très bien compris, et qu'a très bien exprimé Orwell quand il est revenu de la guerre d'Espagne. Vous voyez, parce qu'en fait, moi-même, je suis revenu beaucoup de mes idéaux et de mes absolus idéologiques par la pratique. Il est très très important, la pratique est très importante, et je crois que c'est pour ça que le système s'appuie beaucoup sur la jeunesse, parce qu'en réalité, l'abaissement de l'âge du droit de vote, exactement comme la féminisation, exactement comme la destruction d'ailleurs de la conscription, a toujours été fait par des gens de droite. C'est pour ça que vous pouvez être sûr que ce sont des mesures de droite. Hein. C'est-à-dire que demander à un jeune de 18 ans ce qu'il pense de la gestion d'un pays, c'est demander à un type qui n'a absolument pas les moyens de répondre, qui est dans l'arrogance, la testostérone, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on peut être mené de bonne foi et de manière brutale sur des mauvais chemins. Vous voyez, et c'est tous ces mécanismes-là qu'il faut arriver à détricoter, à mettre en juxtaposition pour voir comment tout ce système de domination, qui évidemment est un système au départ de domination par l'argent, est un système de mise en place de destruction de l'humain, hein, voyez, et que ça s'est fait évidemment étape par étape, et que même si à un moment donné, on va dire l'humanisme et les Lumières ont été une tentative de destruction de la société religieuse, même aujourd'hui, ce qu'il peut y avoir d'un peu de grandeur et d'idéal dans l'idéologie des Lumières, parce que l'idéologie des Lumières avait quelque chose de beau et de flamboyant à l'origine, aujourd'hui, on est même dans comment dirais-je, une acception des Lumières qui est là aussi pour détruire même la grandeur des Lumières d'une certaine époque. Ce qui m'amène, parce que j'essaye d'être malin, à la figure très importante aujourd'hui de Voltaire et de la critique de Voltaire. On voit que tous nos dominants aujourd'hui nous mettent systématiquement en avant Voltaire, qui serait, à cause des bêtises et même de la tricherie d'un certain Victor Hugo, vous savez, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, je suis dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau, d'essayer de nous faire croire que Voltaire, comme Rousseau, aurait été un maître à penser de l'égalitarisme démocratique et que ça serait pour ça qu'il serait au Panthéon.